Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il se rend aussitôt chez le Moudir et tous les deux décident de se rendre sans plus tarder au pied des falaises de Deir el-Bahari pour apposer les scellés sur le tombeau. Et c'est comme ça que le matin du 6 juillet, Émile Brugsch se rend sur les lieux avec son serviteur, le directeur du musée de Boulaq, un inspecteur égyptien et Abdel Rassoul, le voleur repenti. Il est loin, très très loin, d'imaginer qu'il va vivre pendant 9 jours une aventure inoubliable. Mohamed, sous bonne escorte policière, guide le savant jusqu'au pied de la falaise de Deir el-Bahari, à quelques centaines de mètres du fabuleux temple d'Hatchepsout au sud-ouest. Et devinez quoi ? La colline en question s'élève juste en face du village de Gourna. Brugsch, accompagné de fonctionnaires égyptiens, pénètre dans une excavation qui s'ouvre dans la falaise thébaine à 60 mètres de hauteur. Après une pénible ascension, Abdel Rassoul lui montre du doigt un tas de pierres disposées très naturellement au-dessus d'une ouverture creusée dans la roche qui la dissimule complètement au regard. Et du coup, pas étonnant que le tombeau soit passé inaperçu durant 3000 ans. Abdel Rassoul déroule alors une longue corde qu'il avait emportée avec lui et fait descendre Brugsch dans le puits. Laissant le voleur sous la surveillance de son fidèle serviteur, le savant se laisse glisser dans l'ouverture et s'aventure dans une longue galerie sombre et forcément inquiétante. Il est quand même partagé entre l'excitation à l'idée de découvrir peut-être un tombeau oublié et la méfiance parce qu'il ne fait pas quand même complètement confiance à Abdel Rassoul. Et s'il l'avait attiré dans un piège, tout simplement. Mais Brugsch se dit qu'après tout, maintenant qu'il est dans le tunnel, autant voir ce qu'il y a au bout. Alors il conserve un espoir vague malgré tout, mais un espoir quand même de trouver quelque chose. Mais il ne s'imaginait pas que ce qui l'attendait au bout de la galerie allait changer sa vie. Il s'engouffre à l'intérieur du puits, qui s'enfonce à 12 mètres de profondeur. Arrivé au fond, il allume une torche, il se lance dans le couloir, à peine large de 2 mètres. Il aboutit à un étroit tunnel d'1,40 m de long sur 80 cm de haut. Après un trajet de plus de 7 mètres, alors c'est l'équivalent d'un but de foot si vous voulez, mais qui paraît interminable comme ça, quand on est dans un couloir comme ça. Le couloir s'élargit, tourne brusquement vers le nord, puis court sur 60 mètres, débouche dans une chambre irrégulière de 8 mètres de long, on est très précis. Brugsch tombe alors sur un premier sarcophage, puis se rend compte qu'il y en a d'autres juste derrière. Il s'approche de l'un d'entre eux, plus grand que les autres, et approche sa torche. Il déchiffre l'inscription qui court, on imagine ça, avec sa torche, mot après mot, enfin en tout cas image après image, qui court tout le long du couvercle et ne peut retenir un cri de stupeur et de joie. Le sarcophage est au nom de Séti Ier, l'un des plus grands pharaons du Nouvel Empire et dont la momie avait tout simplement disparu, puisque Belzoni, un aventurier qui cherchait des trésors pour le compte du British Museum, avait pénétré dans sa tombe en octobre 1817 et avait trouvé tout simplement le tombeau vide. On croyait la momie du pharaon perdue pour toujours. Brugsch n'en revient pas. Et figurez-vous que c'est que le début. À la lueur vacillante, on imagine ça, de sa torche, il découvre une foule de sarcophages comme ça et une ribambelle d'objets cultuels éparpillés à même le sol ou posés sur le cercueil. Il continue son exploration et débouche soudain dans la chambre funéraire du tombeau. Dans la pénombre, elle paraît déjà immense. Il découvre d'autres sarcophages qui gisent comme ça, pêle-mêle, les uns ouverts, les autres fermés. Quelques momies sont couchées, entourées d'ustensiles et de bijoux, et Brugsch demeure stupéfait. Il en tremble d'émotion. Il est le premier Européen à pénétrer dans cette sépulture et à contempler un tel spectacle. À la lueur vacillante de sa torche et des bougies qu'il va installer, Brugsch aperçoit un cercueil blanc posé près de l'entrée, inscrit au nom de Nipsni. Et puis il pénètre après de grands efforts dans la grande salle. Là se trouvent les momies des grands souverains du Nouvel Empire, mais aussi des reines comme Néfertari et Hatshepsut, de princes, de princesses, d'enfants royaux et de hauts dignitaires. C'est difficile de les compter tellement il y en a. Les membres de la commission d'enquête s'avancent dans la pièce, eux, et découvrent
des sarcophages au nom de Sekenenre de la XVIIe dynastie, de la reine Tiwator Antui et du roi Séti Ier. Les sarcophages entreposés pêle-mêle et entourés d'objets obstruent complètement l'entrée de la chambre. Dans la salle et dans le grand corridor règne un désordre indescriptible. Les savants avancent en rampant pour éviter les canopes, c'est-à-dire les urnes funéraires, les coffres et les statuettes, et se retrouvent face aux momies des rois les plus célèbres de l'Égypte. Sekenenre, Ahmosis, Aménophis Ier, Thoutmosis Ier, Thoutmosis II, Ramsès Ier, Séti Ier donc, Ramsès III, Ramsès X, Pinedjem, la reine Aotep, l'épouse de Sekenenre, Siam, fils d'Ahmosis, et sa mère Ahmosis Néfertari, sœur et épouse d'Ahmosis, et bien d'autres encore. En plus des momies, la cachette renferme des coffres à oucheptis, c'est-à-dire des vases canopes en albâtre ou en calcaire, des statuettes en faïence ou en bronze, ainsi que des tablettes inscrites et une tente qui a servi lors d'un enterrement. Ce trésor est une source inépuisable de richesse pour les voleurs. Tantôt marchant librement, tantôt rampant, il avance donc notre savant dans la chambre et il découvre une à une les momies des plus puissants souverains de l'Égypte antique, parmi lesquels celle d'Ahmosis Ier, le pharaon qui a chassé les Hyksos du pays, celle d'Aménophis Ier, 1555-1545 avant Jésus-Christ, pour vous donner un peu une idée, le premier pharaon à avoir été enterré dans la vallée des rois. Mais c'est pas tout. Juste à côté se trouvent 2 autres sarcophages. Et quand il lit les noms inscrits sur les couvercles, Brooch est obligé de s'asseoir par terre, tellement il est bouleversé par l'émotion.